Le coup tordu du vélo, du cyclisme, le coup tordu, le podcast des passionnés pour les passionnés. Comment je suis content de vous retrouver pour ce 274e épisode du coup tordu. En plus, j'ai plein de choses à vous annoncer et on se retrouve pour l'analyse et pour les pronostics de la 6e et dernière étape du Tour du Pays Basque 2025 qui a lieu ce samedi 12 avril 2025. Pour attaquer l'émission, donc, alors je vous retrouve en solo pour cet épisode, mais j'ai plein de choses à vous annoncer. Alors déjà, je vous annonce que je vous referai un nouvel épisode consacré à Paris-Roubaix, un petit bonus, vraiment un petit bonus que vous retrouverez ce samedi 12 avril. Je pense en fin d'après-midi, en début de soirée, ça va s'appeler Paris-Roubaix, les top 10, la clé du game. Je pense vraiment que Paris-Roubaix, on en parlait avec Thibaut et avec Enzo. D'ailleurs, je vous rappelle que dans l'épisode 271, avec Latib et avec Enzo, avec Phoenix, on vous a fait une grande preview de ce Paris-Roubaix 2025. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez retrouver cet épisode en remontant sur Deezer, Apple Podcast, Spotify, votre plateforme de podcast préférée, disponible également sur la chaîne YouTube du coup tordu. Donc, je vais pousser encore un petit peu plus la chose parce que c'est ce qu'on voit très régulièrement sur Paris-Roubaix, des top 10 surprises et des mecs de l'échappée matinale qui réussissent à se classer dans le top 10, même parfois c'est arrivé par le passé sur le podium de Paris-Roubaix. Donc voilà, il y aura une petite sélection de 3-4 top 10 que je vais vous donner, voilà, entre 2 et 5 que je vous donnerai à chaque fois. Les cotes sont autour de 10, donc on peut se dire que si on en prend 5 et avec des cotes à 10 minimum, si on en rentre un, ça fait une cote à 2 et si on en rentre 2, c'est un peu jackpot. Donc voilà, je sais pas si on en mettra 5, je sais pas si ça sera précisément des cotes à 10, mais en tout cas, on se fera un petit bonus sur les éventuels top 10 de Paris-Roubaix. Bien sûr, bien évidemment, je rappelle que jouer avec excès comporte des risques. Faites du management de bankroll et vous n'aurez jamais de galère. Ne vous mentez pas à vous-même. N'augmentez surtout pas les mises. Si jamais vous êtes en perte, là, vous courez à la catastrophe. Et encore une fois, la seule manière de s'en sortir dans les paris sportifs, c'est d'avoir une gestion saine, une gestion rigoureuse. La partie gestion est aussi importante et peut-être même encore plus importante que les connaissances que vous avez du sport. Ça, dans toutes les campagnes de prévention contre les addictions aux paris sportifs, ils n'en parlent jamais. La clé du game, c'est véritablement la gestion. Moi, je me rappelle de certaines campagnes que j'ai entendues où ils expliquaient qu'on pouvait connaître le foot aussi bien qu'on puisse connaître le foot, être un vrai connaisseur du sport et être perdant dans les paris sportifs. Bah oui. Parce que si on a une gestion qui est dégueulasse, on peut s'appeler Arsène Wenger. Si Arsène Wenger il sait pas gérer sa bankroll, Arsène Wenger il sera perdant dans les paris sportifs. Inversement, vous à l'écoute du coup tordu, moi n'importe qui, en ayant des connaissances beaucoup plus limitées qu'Arsène Wenger dans le foot, si on a une gestion saine, si on a une gestion ultra rigoureuse, déjà on peut pas perdre et pas perdre dans les paris sportifs, je peux vous assurer que c'est déjà bien. Je rappelle quelque chose de très important, moins de 2% des joueurs sont gagnants sur le long terme. C'est extrêmement difficile de réussir à s'en sortir. Nous on est quand même là pour ça, évidemment, dans le coup tordu, donc juste avant la preview et l'analyse de la 6e étape. Donc voilà, épisode 275 qui sera consacré au top 10 de Paris-Roubaix. La semaine prochaine, ça sera un petit peu plus calme au niveau des courses. Il n'y aura pas de course à bet en France jusqu'à vendredi, jusqu'à la Flèche Brabançonne. Je ne sais même pas si la Flèche Brabançonne est autorisée en France. Elle était interdite il y a encore quelques temps, faudra que je vérifie. Elle fait peut-être partie des courses qui ont été rajoutées, c'est pas une course World Tour, donc je sais pas. Puis après, dimanche prochain, le dimanche 20, il y aura l'Amstel Gold Race, bien évidemment qu'on aura l'occasion d'analyser dans le coup tordu. Donc semaine un petit peu plus calme la semaine prochaine, mais ça ne sera pas plus calme pour le coup tordu. Je vous annonce deux épisodes la semaine prochaine. Andrea Missud de Nice Métropole. Alors rappelez-vous, Andrea, ça a été le tout premier coureur qu'on a interviewé dans le coup tordu. On avait reçu Antoine Besson qui avait été notre premier invité, c'était à l'épisode 13, Antoine Besson, le Let's Cycling, vous connaissez, qu'on voit régulièrement, qu'on entend régulièrement commenter des courses sur Eurosport. Voilà, parmi tous les journalistes de la galaxie, il est dans le top 5 des plus passionnés. On avait reçu Pierre Barbier qui avait été le deuxième coureur à accepter notre invitation. On avait passé un super moment avec Pierrot, et entre les deux, le premier coureur qu'on avait reçu dans le coup tordu, c'était Andrea Missud.
Sud. Alors à l'époque, l'audience du podcast n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, hein, c'était à peu près divisé par 6. Donc voilà, on a multiplié par 6 depuis. Et vous le savez, Andrea sur la Ruta Vitré d'Adélaï, course en Bretagne, il a chuté alors qu'il était dans une forme intersidérale. Il s'est fracturé le bassin. Donc on aura Andrea. Voilà, on va enregistrer l'épisode. Je pense que vous l'aurez mardi soir sur vos plateformes de podcast. On a plein de questions à poser à Andrea, hein, depuis son dernier passage dans le coup tordu. Donc c'était il y a un tout petit peu plus de 2 ans. Depuis, il est passé sous pavillon maltais. Il a disputé les championnats du monde. On l'a vu à l'avant très récemment, il a fini 5e d'une étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Il s'est échappé l'année dernière, il avait failli aussi gagner une belle étape. Donc il s'est passé beaucoup de choses, et on a plein de questions, on a plein de choses, on a plein de sujets à aborder avec Andrea, qui est vraiment un mec adorable et qu'on est très 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 pressé de retrouver dans le coup tordu. Il y aura un deuxième invité la semaine prochaine, les managers de Side Limit le connaissent, et j'ai créé aussi le podcast pour ça, pour partir à la découverte de managers de Side Limit, des managers qui marquent le jeu. On a déjà reçu Luc, alias Sidemetrix, qui est créateur de contenu autour de Side Limit. On a reçu le GOAT, Monsieur Petit Juju 007, qui est encore en train de littéralement tout écraser cette année sur Side Limit. Hein. Petit Juju, il y a eu un petit retard à l'embrayage au mois de janvier, mais il a très très vite rectifié le tir, hein, Petit Juju. Hein. Donc on avait reçu Petit Juju, on avait reçu Boris également, hein, grand manager de Side Limit. Là, c'est Francesco qu'on va recevoir dans le coup tordu. On va partir à la découverte de Francesco, qui est, on va dire, manager actif sur Side Limit depuis le début de l'année, qui a fait un énorme début de saison en Ligue 3, qui a notamment été élu, je crois, qui a remporté le titre de manager du mois de février, qui pousse très fort aussi en Ligue 2. On commence à le voir apparaître en Ligue 1, et il est la preuve, Francesco, qu'on peut réussir sur Side Limit de manière très très rapide. Je pense que au niveau de la Ligue 1, d'ici quelques temps, une fois qu'il aura la galerie nécessaire, je pense que ça va être un vrai concurrent pour Petit Juju, parce qu'il a compris et appréhendé le jeu très très rapidement, et donc voilà, ça sera un vrai bon moment qu'on va passer avec notre ami Francesco. Voilà, je le connais pas, je ne sais pas qui il est, je sais pas quel âge il a, je sais pas où il habite. On partira donc à la découverte de Francesco, manager de Side Limit, et j'en profite pour vous rappeler que on a un code de parrainage pour intégrer Side Limit, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui est à l'écoute du podcast alors qui n'est pas encore inscrit sur Side Limit, qui va entendre ce podcast, qui va s'inscrire avec notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0, qui va commencer à être sur Side Limit, qui va écraser, qui va gagner des sous sur le Giro, des rewards, et puis que je vais recevoir dans le podcast. Voilà, peut-être que vous êtes à l'écoute du coup tordu, vous serez peut-être le prochain manager invité dans le coup tordu, manager de Side Limit. Et ultra méga important, je rappelle que Side Limit n'est pas sponsor de ce podcast. Ce n'est pas de la publicité. C'est de la même manière que Magic Mehdi faisait Média Sorare, un podcast autour de Sorare. Le coup tordu, c'est pas uniquement autour de Side Limit, mais Side Limit fait partie intégrante du coup tordu. On avait fait un épisode 0, on appelait de tous nos voeux l'arrivée, l'existence d'un Sorare du vélo. Ce Sorare du vélo existe, même si je n'aime plus dire Sorare parce qu'aujourd'hui les jeux sont vraiment très très séparés. Donc voilà, pour resituer un petit peu l'idée pour ceux qui connaissent pas Side Limit, hein. Mais encore une fois, vraiment, aujourd'hui, l'état d'esprit des deux jeux est véritablement très très différent, et donc voilà, donc c'est vraiment un projet auquel on croit et sur lequel on s'amuse beaucoup. Et je rappelle encore une fois que Side Limit n'est pas un investissement, c'est un jeu. On peut gagner dans un jeu, on peut perdre, et bien sûr, on ne mise pas plus que ce qu'on peut se permettre de perdre, même si bien évidemment, les coureurs que vous achetez, les cartes que vous possédez, vous pouvez à tout moment les revendre sur le marché secondaire. Donc même en étant mauvais dans ses compositions d'équipe, on peut quand même réussir à s'en sortir sur Side Limit grâce au scouting et grâce à l'achat-vente. Enfin, dernière chose à vous annoncer, vous me retrouverez également lundi soir aux alentours de 20h45 pour un débrief de Paris-Roubaix sur RMC Sport, sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. Ouais, j'ai été invité par Flora qui s'occupe de ça. Donc le coup tordu sera représenté. Ils ont une émission de sport, débrief du week-end. Donc voilà, j'irai représenter le coup tordu, j'irai vous représenter sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. Donc ça sera lundi, je crois, aux alentours de 20h, 20h45.
je serai à la maison, je serai en visio et voilà, je pourrais vous faire un petit débrief de Paris-Roubaix et voilà, vous représenter le coup tordu sur RMC Sport. Basculons sur la 6e étape du Tour du Pays Basque qui va amener les coureurs de Eibar à Eibar. Étape traditionnelle pour terminer le Tour du Pays Basque, même s'il y a des nuances par rapport au parcours des autres années. Voilà, on change un petit peu les côtes finales avant de revenir sur Eibar. Alors, je vous le dis tout de suite, cette étape, elle va être passionnante. Mais c'est vraiment un parcours qui est fait pour retourner la course, pour retourner le classement général. On va se régaler, il y a tout. Voilà, le parcours, la météo, un classement général qui est encore relativement serré. Donc, potentiellement, on peut vivre ce samedi 12 avril l'une des plus belles journées de vélo de l'année 2025. Alors un petit retour aussi sur la 5e étape. Donc on était en no-bet sur cette étape. Je vous avoue que personnellement je serais pas parti sur Ben Illy. Bravo d'ailleurs à Tarmac Cycling sur les réseaux sociaux qui lui avait pris Ben Illy à 40. Alors Ben Illy on l'avait pronostiqué en début de semaine. Voilà aussi leçon à retenir pour Ben Illy parce que soit on gagne soit on apprend. Je pense que Illy c'est un mec qui est, alors je vais pas vous dire que dans sa carrière il va gagner que des courses en partant de loin, mais il préfère quand même partir de loin. Se placer, partir à la pédale face au mec du GC, c'est pas, même sur l'Amstel, il y a 2 ans, ou ouais c'est ça, il y a 2 ans, je crois que quand il fait 2e derrière Tadej Pogacar, je sais plus si c'est il y a 2 ans ou l'année dernière, finalement il part d'assez loin, il suit un peu Poggi dans l'attaque assez lointaine, donc c'est son truc. Donc je pense que peut-être arriver frotter sur le placement des ascensions, c'est peut-être pas forcément ce qu'il préfère. Par exemple Ben Illy, même s'il en a les capacités physiques, c'est pas forcément un mec que je vois parfait sur le mur de Huy désormais. Si voilà, encore une fois, je vais pas tirer de conclusions trop hâtives, mais c'est vrai que la plupart des grosses performances de Ben Illy, en général, c'est un mec qui aime partir de loin, c'est un mec qui aime attaquer tôt, c'est ce qu'on appelle un électron libre. J'ai envie de dire à l'ancienne, même s'il a des caractéristiques un petit peu différentes, et j'ai peur aussi que ces cotes elles soient un petit peu fracassées dans les semaines et dans les mois qui viennent. Thomas de Gendt, voilà. À un moment donné, quand on arrivait sur une étape et qu'on se demandait si ça pouvait aller au bout et qu'on se disait que l'échappée avait une chance d'aller au bout, l'idée de tout le monde, c'était Thomas de Gendt. Et à un moment donné, c'est devenu la fausse bonne idée. Parce que sur ces 2-3 dernières saisons, il en a pu passer une seule. Et donc, déjà, les cotes étaient fracassées. Et puis, ça passait plus. Donc, voilà, le problème que j'ai, c'est que quand il y a un mec comme ça qui réussit ce genre d'exploit, comme on l'a vu aujourd'hui, généralement, on se retrouve avec des cotes échappées à 15, à 17, et c'est pas terrible. C'est pas oufissime. En tout cas, voilà, Ben Illy face au GC, en ascension, c'est plus quelque chose, voilà, c'est pas un bet que je reproposerai dans le futur. Plutôt sur des pics échappés, mais encore une fois, j'ai vraiment peur que les cotes soient plutôt fracassées. Donc pour enchaîner sur cette étape d'Eibar, donc voilà, véritablement étape passionnante au niveau du tracé, stratégiquement, tactiquement, c'est vraiment c'est vous savez là dans les mariages là les pièces montées là, c'est les petits choux à la crème. Ça c'est ce type d'étape, c'est véritablement ce que j'adore parce que les managers, les coureurs, les directeurs sportifs peuvent faire de la PlayStation. Faut avoir les jambes bien évidemment. Moi dans mon canapé c'est beaucoup plus facile, mais on peut véritablement tactiquement trouver des choses. D'ailleurs rappelez-vous, c'était en 2021 comment la Visma de Primož Roglič avait ridiculisé manière de parler, Tadej Pogacar. Ils avaient réussi un coup tactique en fait qui pour moi est un des plus beaux coups tactiques de ces dernières années. La veille de la dernière étape, donc Tadej Pogacar avait le maillot de leader. Ils avaient laissé le maillot de leader à Brandon McNulty. Ils avaient fait en sorte que McNulty récupère le maillot de leader parce que à la Visma, donc à la Jumbo à l'époque, on avait parfaitement compris que McNulty était beaucoup moins fort que Tadej Pogacar. Donc au matin de la dernière étape, donc de l'étape qu'on va avoir ce samedi, au matin de la dernière étape entre Eibar et Eibar, du côté des UAE, à l'époque, Poggi venait juste de gagner un Tour de France à la surprise générale, mais il n'était pas encore le suprême leader qu'il est aujourd'hui. Et légitimement, à la vue de ce qu'avait fait Brandon McNulty sur la semaine, la consigne des UAE sur le début de l'étape,
c'était de préserver le maillot jaune et de faire gagner ce Tour du Pays Basque à Brandon McNulty. Derrière, c'est un peu parti en cacahuète dans tous les sens. On avait aussi le jeune Jonas Vingegaard qui était dans la place. Vingegaard qu'on avait découvert un petit peu l'été d'avant sur le Tour de Pologne. Il avait gagné aussi quelques semaines auparavant une belle étape sur le Tour des UAE, mais on n'imaginait pas un quart de seconde que quelques semaines après, Jonas Vingegaard allait terminer deuxième du Tour de France 2021 et encore moins qu'il allait gagner le Tour 2022 et le Tour 2023. Donc on a eu un véritable jeu tactique et dans un premier temps, Tadej Pogačar, il est resté avec Brandon McNulty pour essayer de lui sauver son maillot de leader. Sauf qu'au moment où les UAE se sont rendus compte que la team Jumbo-Visma leur avait tendu un piège, quand Pogačar est parti, parce que Pogačar avait largement les jambes pour remporter ce Tour du Pays Basque, c'était trop tard. Il s'est retrouvé littéralement en chasse-patate entre plusieurs groupes. Et à l'avant, on avait qui ? On avait Vingegaard qui avait travaillé. On avait Tonton Roglic qui était dans la place. On avait, il y avait Hugh Carty aussi, il me semble, qui était de la partie, qui a explosé à un moment donné. Il s'était retrouvé à 3 à un moment donné avec Gaudu, Roglic et Carty. Et puis, Tonton Roglic et David Gaudu se sont mis à travailler ensemble. Et c'est la fameuse étape, la fameuse image à l'arrivée où on a Gaudu et Primož Roglic qui lèvent les bras ensemble, Gaudu premier, Roglic deuxième. C'est depuis ce jour-là d'ailleurs que David Gaudu a appelé Primož Roglic Tonton et qu'on appelle tous, parce que l'origine du surnom de Primož Roglic Tonton, ça vient de David Gaudu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les suiveurs, les fans, Primož Roglic, on l'appelle Tonton, ça vient en fait de cette étape-là. Et moi, je me rappelle de Poggi, qui termine donc 3e de ce Tour du Pays Basque. Je l'ai rarement vu comme ça. Il tirait une gueule, mais une gueule de 200 km de long. L'autre fois où je l'ai vu tirer une gueule pareille, c'était à l'arrivée du Tour de France 2023, quand il est battu pour la 2e fois par Jonas Vingegaard. Son interview sur les Champs-Élysées, il a l'œil qui pue la merde, mais vraiment, on sent que sur l'année 2024, il va revenir et il va littéralement, tout exploser, même si ça a mis du temps. Je vous rappelle quand même que dans les lives du début de l'année 2024, on n'imaginait pas que Pogačar puisse réussir le doublé Giro Tour de France. Bon, moi après, je vous avoue que quand j'ai vu la démonstration qu'il a faite au Strade Bianchi au début de l'année 2024, j'ai compris, vous avez tous compris ce qui allait se passer. Mais pendant l'hiver 2023-2024, c'était pas une évidence de voir Pogačar aussi dominateur. Donc ce que je veux vous dire pour revenir à 2025, c'est que on a tous les ingrédients pour avoir une belle étape. On a 7 ascensions répertoriées, ça monte, ça descend. C'est un véritable petit tour de Lombardie. Il y a du 2e, il y a du 3e catégorie. C'est vraiment tout ce qu'on aime. Un mot de la météo, c'est véritablement très important. J'ai épluché mes 7 radars météo. Sur mes 7 radars météo, il y en a 5 qui donnent de la pluie. Et sur les 5 sur les 2 qui donnent pas de pluie, ils donnent de la pluie juste à l'arrivée, voire un petit peu après. Et dans les radars qui donnent de la pluie, ces radars donnent de la pluie, mais pas un petit peu de pluie. C'est-à-dire que potentiellement, on peut véritablement avoir un déluge. Alors tactiquement, qu'est-ce qui va se passer ? On va prendre le classement général après cette 5e étape. C'est vraiment passionnant, c'est vraiment hyper intéressant. Donc on a Almeida qui est en tête avec 30 secondes d'avance sur Maxi Schwarzman. Derrière, on a Lipovic, Van Wilder, Skelmose, Kelderman, on a Aramburu et on va aller jusqu'à la 8e place, on va aller jusqu'à Enric Mas. Alors Enric Mas, il est 8e. Pour lui, il l'a dit à l'arrivée de l'étape, son objectif c'est de monter sur le podium. Et honnêtement, franchement, à la vue du profil de l'étape et à la vue de la météo, il y a de quoi faire. Donc Mas, quand il va regarder le classement général ce soir, au même moment que j'enregistre le podcast, il doit être en train de manger. Alors les coureurs mangent plus trop de pâtes maintenant, c'est plutôt du riz. Donc en mangeant son riz et son escalope, Enric Mas, il doit se dire, Aramburu, je peux le péter. Kelderman, je peux le péter. Skelmose, j'ai 58 secondes de retard, c'est un peu compliqué. Bon, on va voir. Lipovic, il peut être un peu perdu parce que Lipovic, il envoie des watts, mais c'est aussi une étape qui va être tactiquement un peu compliquée à gérer. Et Maxi Schwarzman, il se dit, je peux le péter. Donc il se dit, sur les 7 qui sont devant, je peux en sauter 3. Voilà. Donc s'il en saute 3, il va remonter à la 5e place ou à la 4e place. Et voilà, on sait jamais si Lipovic, Van Wilder, Skelmose ou Almeida ont une mauvaise journée, il peut se retrouver sur le podium. Alors c'est pas j'ai envie de vous dire, il a pas les nuts,
Mais, on a senti à l'arrivée de l'interview de l'étape 5, on a senti qu'il allait le tenter. Aramburu, lui, il va faire ce qu'il peut pour essayer de préserver un classement général correct et ramener des points UCI à son manager Cédric Vasseur. Wilco Kelderman, je sais pas trop comment il va s'organiser, mais déjà, je pense que pour lui, réussir un top 10 ou un top 5, c'est honnête. Mathias Kelmose, lui, en revanche, il se dit au classement général, il a qu'une seule seconde de retard sur Ilan Van Wilder. Il en a 12 sur Florian Lipowitz et il a 20 secondes de retard sur Maxi Sharman. Moi, je pense que Skelmose, potentiellement, il se dit il y a moyen d'être au moins troisième, voire deuxième. Donc Skelmose, lui aussi, il va, à mon avis, être offensif pour aller chercher le podium. Et encore une fois, vu qu'il va pleuvoir, mais on sait jamais. Joao Almeida, c'est un mauvais descente. Enfin, il n'est pas hyper bon en descente. Ensuite, Joao Almeida. Alors, je vais pas vous dire que c'est Alaphilippe et qu'il déteste la pluie, mais Joao, on l'a déjà vu prendre des gros tirs sous la flotte. Rappelez-vous, à l'époque où il était dans l'équipe de Patrick Lefebvre, c'était le Giro où Remco revenait de sa grave blessure après le Tour de Lombardie. Remco avait été arrêté pendant plusieurs mois. Il reprend directement sur le Giro. D'ailleurs, à l'époque, tout le monde avait dit que c'était une immense connerie. Cyril Guimard en premier. Et Patrick Lefebvre a reconnu quelques temps après que ça avait été une connerie de faire reprendre Remco Evenepoel directement sur un grand tour. Donc, rappelez-vous du début de ce Tour d'Italie où on avait Joao Almeida et Remco Evenepoel qui étaient ensemble dans la même équipe. Et Joao... il y a eu une étape de mémoire qui avait été remportée par un Américain dont j'ai perdu le nom. Joe Dombrowski, voilà. Merci Pro Cycling Stat. Il avait perdu du temps. Voilà, il pleuvait ce jour-là, c'était un petit peu un temps assez catastrophique et il avait déjà un petit peu décroché au classement général. Il y avait une autre étape cette même année, c'était sur Tirreno Adriatico, l'étape des murs de Tirreno Adriatico où Mathieu Van Der Poel, rappelez-vous, s'était échappé à 50 km de l'arrivée parce qu'il avait froid et il avait 3 minutes d'avance sur Tadej Pogačar à 10 km de l'arrivée, il a fait une fringale et Poggi est revenu sur Mathieu Van Der Poel, il a fini 10 secondes derrière lui. Ce jour-là, Joao Almeida, il n'a pas pris un tir, il a pris un missile. Mais un exocet intersidéral. Donc, c'est pas sous conditions catastrophiques et si vraiment il se met à pleuvoir énormément, c'est pas un mec comme Pogačar par exemple ou comme Mats Pedersen, c'est pas quelqu'un qui adore ça, c'est pas quelque chose qui va le transcender, qui va le sublimer. Donc si vraiment il se met à pleuvoir énormément, on peut également se dire du côté des adversaires qu'il y a des choses à faire. Alors après, Enric Mas, c'est pas non plus, il a déjà fait des petits trucs sous la pluie, mais c'est pas non plus un spécialiste de la pluie et du vent comme Poggi ou Pedersen par exemple que je viens de citer précédemment. Alors si je reviens et si je me resitue sur l'aspect stratégique de la course, évidemment pour un mec comme Enric Mas qui est le plus loin des leaders au classement général, c'est lui qui doit attaquer, c'est lui qui doit mettre le feu aux poudres. Attaquer dans la première ascension, ça serait pour moi quelque peu suicidaire. Pourquoi ? Parce que même s'il réussit à lâcher tout le monde et à se retrouver en tête à la mi-course, entre le 4e et le 5e col, on a quand même une portion de plat d'une 30aine de kilomètres. Et s'il se retrouve tout seul dans la plaine, dans la pampa, il va complètement se faire sauter la caisse face à un groupe d'une 30aine, d'une 40aine de coureurs derrière lui. Donc je vous annonce ce qui va se passer sur cette étape. Dans la première ascension, à l'ascension de Azurki, un col de première catégorie de 5 km à 7,4% de moyenne, on va avoir des lieutenants qui vont s'échapper. Pourquoi ? Parce que tous les leaders vont avoir besoin, et comme toutes les étapes où on voit du chasse-patate, tous les leaders vont avoir besoin de renforts à l'avant quand la course va se déclencher. Donc Castrillo pour les Movistar va partir à l'avant. On va voir du Vlasov partir à l'avant pour la Red Bull Bora. Du côté de la Soudal, on va peut-être sacrifier Maxi pour offrir un podium à Ilan Van Wilder qui pour moi a plus de capacité que Maxi à briller sur cette étape-là, même si Maxi il est quand même assez surprenant depuis le début de la semaine, mais on a vu que dans les ascensions il était largué, à chaque fois il réussit à se raccrocher aux branches, mais là on a quand même 3700 mètres de dénivelé positif sur cette étape, donc Maxi pour moi, Maximilian Sharman en principe ça doit péter, donc on va avoir un gros groupe, et même les UAE, je pense que un mec comme Isaac Del Toro à mon avis va partir à l'avant pour servir de relais à Joao Almeida si besoin est. Donc on va avoir un gros groupe de lieutenants s'extirper
dès la première ascension, peut-être 10, peut-être 15 mecs, et ça va prendre 3-4 minutes d'avance à peu près. Et dans la 5e ascension, l'ascension de Cara Bieta, donc un col situé un petit peu après la mi-course, 6,5 km à 6,5% de moyenne, c'est là que Enric Mas va porter son attaque. Il va essayer de décrocher Charman, il va essayer de décrocher Aramburu, tout ce qu'il peut, pour ensuite essayer de récupérer un groupe en bas de l'ascension et creuser les écarts. Seulement, qu'est-ce qui va se passer ? Si Maxi attaque, évidemment, forcément, il va être suivi. Alors, Aramburu, ça va être un peu compliqué, mais il va être suivi par Kelderman. Donc, si Kelderman bouge, Skelmose va bouger. Donc, Van Wilder va bouger. Donc, Lipovic va bouger. Et Almeida va bouger. Donc, voilà. Donc, on va éliminer, je pense, Charman et Aramburu. Et bon, Kelderman a l'air quand même pas trop mal. Finalement, le camp d'entraînement de la Visma au mois de mars, on commence à récupérer les effets de l'altitude. On voit aussi que Wout van Aert, sa forme est montée. Donc, on a vraiment des Visma qui étaient à ce camp d'entraînement au mois de mars qui commencent à arriver qui sont en plein pic de forme. Et derrière, on va se retrouver avec un gros groupe. On va se retrouver avec un énorme groupe. Et là, ça risque un petit peu de faire statu quo. Donc, on va plus commencer à chercher à jouer le podium ou enfin voilà, on va reporter un petit peu la bataille à la dernière ascension. Et là, très clairement, pour moi, le coup est, si vous voulez, bon à prendre pour des coureurs qui auront attaqué dans l'échappée matinale avec ce groupe de lieutenants, qui vont pouvoir se laisser traîner entre la 5e et la 6e ascension, qui ne seront pas forcément marqués et qui vont pouvoir s'extirper, qui vont pouvoir entre guillemets se reposer, se faire tirer par le peloton sur cette portion de plaine entre, encore une fois, le 5e et le 6e col, entre le Cara Bieta et Isua, et qui vont en remettre une couche pour aller se jouer le final, ou tout simplement qui vont rester dans les roues pour attaquer à un moment donné. Mais en tout cas, ces coureurs-là qui n'auront rien à jouer au classement général n'auront pas à rouler dans le groupe de tête. Et c'est là où je vais vous donner les 3 noms que j'ai sélectionnés pour cette étape. Donc voilà, je vois vraiment un peu l'échappée matinale gagnée, mais l'échappée matinale, on va dire, un peu rattrapée par les leaders, parce que c'est pareil, Joao Almeida, je serais très surpris qu'il la fasse à la Pogačar. Alors évidemment, si l'étape, si on lui offre l'étape, il va la prendre. Mais je vois pas, si vous voulez, Pogačar, s'il était sur cette étape-là, les UAE, c'est très simple. Les 7 autres contrôleraient l'étape. Il ferait le fameux rouleau compresseur des UAE et Poggi attaquerait dans l'avant-dernière ascension. Il finira avec 4 minutes d'avance et terminé. Almeida, je pense qu'il va être sur une stratégie qui est beaucoup plus défensive, et je le comprends parce que tout le monde n'a pas les jambes de Tadej Pogačar. C'est le seul à avoir ces jambes-là. Donc moi, il y a 3 noms. Il y a 3 noms qui m'intéressent. Alors, à l'instinct, je vais pas le prendre, mais à l'instinct, j'étais sur l'animal. Pablo Castrillo. Après, dans ce scénario-là, je vois pas comment il peut l'emporter en fait. Il va partir à l'avant, c'est sûr. J'ai peur qu'à un moment donné, il ait trop de travail à faire pour Enric Mas. Quand le fait qu'Enric Mas ait annoncé qu'il voulait jouer le podium, je pense que ça peut être un peu compliqué pour l'animal. Donc, les 3 noms que j'ai pris, Yon Izagirre. Pour moi, une étape au Pays Basque sous la pluie, parce que lui, par contre, les frères Izagirre, ça la flotte, je sais même pas si alors sur le Tour de France il pleuvait pas, mais en dehors de l'étape qu'il avait gagnée sous le maillot de Lacoff avec sur le Tour de France, je sais pas si Yon Izagirre a gagné un jour une course dans sa vie où il pleuvait pas. En tout cas, sous la flotte, les frères Izagirre au Pays Basque, en principe, c'est de la masterclass. Donc le premier pic, c'est la victoire de Yon Izagirre. La cote, elle est à 71. 0,01,5% de bankroll, à 1,50€ sur une bankroll à 10 000 euros. On réajustera bien évidemment avec les top 3 que je n'ai pas encore. Vous connaissez un petit peu maintenant mon principe de mise. Mais voilà, le premier nom qui me plaît, c'est Yon Izagirre. Le deuxième nom qui me plaît, c'est Champoupou. Clément Champoussin. Alors déjà, lui, c'est pareil. Champoupou, la flotte, il adore ça. Je le trouve vraiment, mais excellent depuis le début de la semaine.
et même depuis le début de la saison. On joue plus grand-chose au classement général avec Harold Terrada. Alors bien évidemment, il y a toujours les points UCI, mais il y a aussi des points UCI à l'arrivée si on fait un bon classement. Donc Clément Champoussin, la cote à 42,5. Donc la BK, ça sera... voilà, pareil, 1,50€ sur une bankroll de 10 000 euros, 75 centimes sur une bankroll de 5 000 euros, et on aura aussi un petit top 3 en fonction des cotes. Et le dernier pick qui m'intéresse, toujours un petit peu sur ce scénario. Alors un peu d'anticipation. Moi, je pense que tous les coureurs un petit peu vont se rouler les uns sur les autres. Encore une fois, ce que je vous disais, si Mas attaque, Skelmose va réagir, etc. Donc je pense que Joao Almeida, il a simplement à se laisser porter par les uns et par les autres. Donc à partir de là, je pense qu'au niveau de ses équipiers, on va avoir un spot pour jouer sa carte. Et enfin, le dernier nom qui m'intéresse, c'est Isaac Del Toro, qui pour moi a complètement les jambes pour aller chercher ce type d'étape où ça monte et ça descend. Et donc le taureau mexicain, Isaac Del Toro, la cote elle est à 42,5. Donc pareil, on sera sur du 1,50€ sur une bankroll de 10 000 euros, 75 centimes sur une bankroll de 5 000 euros. Et on rajoutera aussi un petit top 3, les top 3 que je n'ai pas encore quand j'enregistre le podcast. Donc voilà, je vous fais le récapitulatif de mes pronostics. Le scénario que je vois, déjà, même si l'un de ces coureurs ne fait pas top 3, si on n'a pas un coureur du classement général, dans le top 8 du classement général qui remporte l'étape et que ce coureur remporte l'étape sur le scénario d'anticipation que je vous ai donné, déjà je serais content, j'aurais validé mon analyse. Je vois la course de cette manière-là. Après, ça se trouve, je vous raconte n'importe quoi, les UAE vont mener un train, ils vont mettre un rouleau compresseur, Joao Almeida va se barrer dans l'avant-dernier col, il va coller 2 minutes à tout le monde et terminer bonsoir, et je vais passer pour un abruti. Mais encore une fois, j'essaye d'avoir une vision tactique, d'avoir une analyse. Donc voilà, soit je gagne, soit j'apprends. Et encore une fois, vous pouvez ne pas être d'accord avec ma vision tactique. Et dites-le moi, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. Moi, je suis là pour ça aussi, pour échanger, pour discuter avec vous. Il y a probablement aussi des points, des aspects tactiques que je n'ai pas pris en compte. Et le Coup Tordu, c'est ça aussi, hein. C'est une espèce de grande bulle où on discute, où on échange. Personne n'a la science infuse, toutes les idées sont bonnes à prendre, et c'est aussi pour ça qu'on est là. Donc le récap, la victoire de Yon Izagirre à 71 et son top 3, la victoire de Clément Champoussin à 42,5 et son top 3, et la victoire de Del Toro à 42,5 rajouté avec son top 3. Je prendrai aucun match-up sur cette étape. J'aurais bien aimé voir un match-up contre Julien Alaphilippe, parce que vous le savez, Loulou n'aime pas la pluie. Alors lui, vraiment, il déteste. Mais bon, les bookmakers sont pas si cons que ça. Ils ont pas proposé de match-up contre Julien Alaphilippe. Et voilà. Bah écoutez, je vais pas aller plus loin pour cet épisode du Coup Tordu. Je vous rappelle que Thibaut, vous le retrouvez sur son compte Twitter, Thibaut Chambre. Il y a ses analyses sur le site Vélo Futé. Le site Vélo Futé, le meilleur site de cyclisme qui existe en France. Il y en a des très très bons, mais Vélo Futé, c'est le meilleur. Un big up également à Enzo, analyste Phoenix, que vous retrouvez sur son compte Twitter, Analyste Phoenix, et également sur son site The Big Gear. Il y a des previews de toutes les courses quasiment à retrouver sur son site The Big Gear, et les réseaux sociaux du Coup Tordu. Vous pouvez cliquer, mettre des 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur X, sur Instagram. J'essaye de répondre absolument à tout le monde, et je réponds absolument à tout le monde. Donc véritablement, n'hésitez pas, ça fera toujours plaisir. Allez, à très très vite, et on se retrouve ce samedi 12 avril pour un nouveau Coup Tordu, un petit bonus consacré à Paris-Roubaix.